cheminement normal, en tout cas, pour une carrière de juriste international. Maintenant, moi, c'est mon option personnelle, parce que j'ai décidé d'allier la théorie et la pratique du droit. Absolument. Ce qui m'a conduit dans un premier temps à pousser mes études jusqu'au doctorat. Quand j'ai eu mon doctorat, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire, en tout cas après mon admission au Centre d'études des relations internationales de l'Académie de droit international de La Haye. Donc c'est là où j'ai fait mon postdoc. Après le postdoc, je précise que l'Académie de droit international de La Haye et le centre de recherche de la Cour internationale de justice de La Haye, chaque année, ils peignent des juristes de haut niveau, comme ils l'appellent. On a des travaux qui sont soumis avec la section 12 francophones et 12 anglophones venus des États-Unis, du Canada et un peu partout des pays francophones. À l'époque, moi, je l'ai passé en 2006-2007. À l'époque, la thématique internationale au niveau de l'agenda mondial, c'était la lutte contre le terrorisme international. La lutte contre le terrorisme international. À un moment, c'était le sujet. Hein? C'était le sujet. Nous étions dans la continuité, en tout cas déjà des événements du 11 septembre, et surtout l'Europe, les États-Unis et d'autres pays, le Royaume-Uni, continuaient à connaître sur leur territoire des attaques. Donc l'agenda mondial, c'était comment faire de sorte qu'on puisse apporter une réponse appropriée. Donc à ce phénomène, ce fléau mondial, quelle réponse judiciaire et institutionnelle apporter sur le financement du terrorisme. Et la 1540, ce sont les mesures que les États devaient prendre pour que les mouvements terroristes n'accèdent pas à l'arme de destruction. Donc vous êtes en quelque sorte un spécialiste du droit international. Oui, mais bon, en plus, voilà. Je veux dire, voilà, après tout ça, j'ai eu une expérience internationale au commissariat des droits de l'homme à Genève et au service international du barreau de Paris avant de m'installer en tant qu'avocat pour exercer et pratiquer quotidiennement le droit. Mais n'en demeure pas moins que je suis resté universitaire parce que pendant des années, je pense que, voilà, donc j'ai enseigné ici à l'Université de Dakar les relations internationales, oui, dans le master recherche et le master théorie et pratique, donc des relations internationales, de même le droit pénal international à l'Institut des droits de l'homme et de la paix que j'ai enseigné de 2013 jusqu'il y a, on va dire, 2 ans. Alors, on a envie de poser une question à Maître Abdoulaye Tine. Mais qu'est-ce qu'une tête bien faite comme la vôtre cherche dans la politique? Vous êtes aussi le président de l'Union sociale libérale. Qu'est-ce qu'une tête bien faite cherche dans la politique? Bonne question. Alors, ce qui nous a amené à nous engager dans la politique, c'est un double constat. Le premier constat, c'est déjà, on a beaucoup milité pour la défense des droits de l'homme au Sénégal et à travers le monde. Beaucoup de personnes me connaissaient d'ailleurs comme étant militant des droits de l'homme, un avocat des droits de l'homme. Mais un avocat, il est de fait militant des droits de l'homme. Pas forcément. Il y a des avocats qui sont pro-peine de mort, qui défendent d'autres idées et tout ça. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. D'accord, ça c'est un autre débat. Oui. Mais pour vous dire, effectivement, il y a la profession, il y a l'engagement d'une certaine manière. Et en un certain moment, nous sommes impliqués. Déjà, pour l'avènement de Macky Sall, nous avons lutté à côté, effectivement, de l'opposition qui, de l'époque jusqu'à son avènement, parce qu'il avait pris l'engagement de restaurer l'état de droit et de remettre en selle la démocratie. Par la suite, nous avons porté le combat avec mon confrère Hassan Dioma Ndiaye. Nous avons été l'avocat du collectif des victimes des violences électorales. Nous avons mené des dossiers, comme le dossier de Mamadou Diop contre les policiers, beaucoup de procédures, jusqu'à l'indemnisation amiable de certaines victimes des violences électorales. Mais nous avons vu effectivement que très vite,
le pouvoir de Macky Sall, qui avait promis effectivement de restaurer l'état de droit, de renforcer la démocratie, poser des actes qui n'allaient pas dans le sens des engagements et de l'esprit de la révolution que nous avions mené en 2012. C'est pas un procès en sorcellerie, ça? Pas du tout. Ce sont des choses très avérées. Et quand on a eu cette situation, il y avait deux possibilités. Soit effectivement, on va continuer à aider des personnes à accéder à des postes de responsabilité, ou sinon, nous avons la ferme conviction qu'il fallait arriver à agir sur la réalité sénégalaise pour pouvoir mener des réformes indispensables pour la transformation politique et sociale du Sénégal. Et c'est là où nous sommes dit, dans ce cas, que fallait-il faire? Est-ce qu'il fallait rester contre-pouvoir ou est-ce qu'il fallait essayer de devenir pouvoir, c'est-à-dire de conquérir à l'exercice du pouvoir, à la conquête et de partir à la conquête à l'exercice du pouvoir. Et face à cela, donc nous nous sommes rendus à l'évidence, dans la situation actuelle, il fallait, en tout cas pour atteindre les objectifs et appliquer les idées et les souhaits que nous avions pour le Sénégal, il fallait de manière indispensable mettre en place une formation politique. Et c'est comme ça qu'est née en 2014 l'Union sociale libérale que j'ai créée avec beaucoup aussi de camarades qui ont été membres fondateurs mais qui m'ont porté à la tête de cette organisation politique. Nous avons eu notre reconnaissance en septembre 2016 et en 2017 j'ai fait le lancement. Notre parti compte et pèse à la fois. Il compte parce que, comme vous l'avez vu, le parti aussitôt né et lancé en 2017. Si vous regardez sur la liste des 27 candidats pour la présidentielle, l'Union sociale libérale en faisait partie. Mais oui, mais vous aviez été recalé pour des questions de parrainage. On y reviendra. Oui. On n'a pas été recalé pour des questions de parrainage. Je veux vous éclairer. Je parle de 2019, là. Je parle de 2019. Vous savez, pour revenir sur le parrainage, vous vous rappelez, il y avait 27 candidats. D'accord. On est bien d'accord. Comme l'émission s'appelle Toute la vérité, je vais vous dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité, comme vous l'avez dit. Je ne vais pas vous demander de lever la main droite. Mais je le fais. Ceci étant, moi, déjà, quand on a commencé le processus, donc nous sommes partis déposer tout le nécessaire. Le Conseil constitutionnel a estimé que parmi on va dire toutes les personnes qui avaient annoncé, parce qu'il y avait plus d'une centaine de candidats, on était parmi les 27 qui remplissaient les conditions pour pouvoir continuer dans le processus électoral. Mais à quel niveau ça a coincé? Alors, c'est là où je vais en venir. On leur a demandé effectivement. Maintenant, pour la question du parrainage, oui. Moi, je suis un juriste, entre guillemets avisé, j'ai besoin de connaître effectivement les modalités de contrôle du parrainage, c'est-à-dire sur quels critères on allait nous départager. Et c'était l'opacité la plus totale parce que les règles n'étaient pas stabilisées. Dès lors, moi personnellement, j'ai estimé que les conditions n'étaient pas remplies pour continuer dans le processus. Et c'est là où, en novembre 2018, nous avons déposé le recours pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO en procédure d'urgence et en procédure au fond. Maintenant, ce qui le confirme, c'est que quand ils ont recalé, ceux qui ont été recalés sur le parrainage, vous avez entendu parler du C25. On est bien d'accord. D'accord. Macky Sall est le 26e. Qui était le 27e? C'est nous. Parce qu'on n'a pas donné à Macky Sall l'honneur de nous recaler d'une certaine manière. Parce que nous avions estimé que le système était complètement arbitraire, il n'y avait aucune rationalité maîtrisable et qu'il fallait, quoi que ça coûte, et quel que soit le temps que ça va prendre, aller jusqu'au bout de notre logique. Et au final, l'histoire nous a donné raison. Mais l'histoire vous a donné raison, certes, et aujourd'hui, le parrainage est passé à l'Assemblée nationale, les modalités ont changé. À votre avis, tout est rentré dans l'ordre ou tout est rentré dans le désordre? C'est le désordre organisé, pour bien répondre à votre question. Pourquoi c'est le désordre organisé? Parce que tout simplement, déjà, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la manière dont possède le pouvoir
qui se dit respectueux du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Vous entendez souvent les autorités nous dire qu'il faut faire les réformes en urgence et tout ça. Parce que le protocole nous interdit de retoucher à notre législation 6 mois avant l'élection. Mais il ne croit pas à cela. Mais on n'est pas 6 mois avant l'élection. Non, mais je veux dire, il le dit souvent. Il faut un consensus. S'il y a consensus, il n'y a aucun problème. C'est ce que je te dis. Mais il l'envoie dans consensus qui ne veut pas dire unanimité. Unanimité, bien entendu. Oui. Mais il invoque souvent ce protocole pour vous dire, dans leur discours, ils font constamment référence à ce protocole. On est bien d'accord. C'est sur le fondement de ce protocole que la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État du Sénégal dirigé par Macky Sall à supprimer la loi sur le parrainage. Supprimer. Mais si on supprime la loi, mais ce sera la voie ouverte à la pagaille. Non. Regardez le nombre de candidatures à la candidat déclaré.